Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, émission un peu spéciale pour cette dernière de l'année, un format un peu plus long et surtout je suis entouré ce soir d'une partie de l'équipe des chroniqueurs. Tous n'ont pas pu être présents pour ce dernier 85 chrono de la saison, mais ils sont là, ces 4 chroniqueurs, avec Baptiste Brossard, notre spécialiste foot. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Aurélien. À vos côtés, Johan Jadot, notre expert course à pied. Salut Johan. Salut Aurélien. En face de vous, on a Benoît Pinault, notre préparateur mental. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Et puis on va parler voile avec notre spécialiste Fabrice Guyon. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Aurélien, bonsoir les gars. Salut. Alors, certains d'entre vous vont revenir sur les moments forts de la saison, d'autres ont choisi différents thèmes. Je vous ai laissé le thème libre pour cette dernière émission. Je ne sais même pas de quoi vous allez parler, monsieur Johan Jadot. C'était une bonne idée, c'est clair. Vous m'avez laissé la surprise pour cette émission. Avant de faire le tour des chroniqueurs, on va quand même revenir sur l'actualité sportive du week-end, puisqu'il y avait une actualité assez intense, notamment en basket, puisque vous le savez, l'information du week-end, c'est que Chaland est en Pro B, enfin en Élite 2, c'est le nouveau nom de la deuxième division nationale. Le VCB a remporté le titre de champion de France de N1, mais il a fallu attendre dimanche, en fin d'après-midi, pour obtenir ce titre, puisque vendredi soir, il y avait le match retour de la finale des playoffs, une semaine après la victoire chalandaise à Mulhouse, 63-60, dans une salle Michel Vrignot pleine à craquer. Les Chalandais espéraient décrocher le titre et la montée dès ce deuxième match, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Pourtant, les Vendéens ont bien débuté la rencontre. Ils comptent jusqu'à 14 points d'avance dans le premier quart-temps, un écart réduit à 7 points après 10 minutes de jeu, 23-16 pour le VCB, et ça se complique sérieusement dans le deuxième quart-temps avec Mulhouse qui parvient à égaliser puis à prendre l'avantage. Les Alsaciens mènent de 3 points à la mi-temps, 40-37. En deuxième mi-temps, Mulhouse accentue sa domination face à des Chalandais méconnaissables qui n'inscrivent que 8 points dans le troisième quart-temps, alors que leurs adversaires en marquent 23, 63-45 après 30 minutes de jeu, et la déroute se poursuit jusqu'à la fin du match où le VCB accuse 30 points de retard. Mulhouse l'emporte 89-59. C'est donc sur un troisième match décisif dimanche que s'est jouée cette finale, avec une salle Michel Vrignot une nouvelle fois bouillante pour porter les joueurs chalandais vers la victoire et vers cette montée en deuxième division attendue depuis 36 ans. Cette fois, les hommes de Sébastien Lambert montrent un tout autre visage, mais les Mulhousiens, sur la lancée de leur match de vendredi, ont donné beaucoup de fil à retordre. À l'issue du premier quart-temps, le VCB est devant, mais d'un point seulement, 12-11. Dès le début du deuxième quart-temps, coup dur pour Chaland avec la sortie sur blessure du capitaine Grégory Bengaber. Le match est accroché, les défenses sont solides des deux côtés et après 20 minutes de jeu, égalité au tableau d'affichage, 30 partout. Chaland va réussir à creuser l'écart dans le troisième quart-temps. Oubliez le non-match de vendredi, les Chalandais retrouvent les points forts et les qualités qui leur ont permis de réaliser cette grosse deuxième partie de saison. Après 30 minutes de jeu, plus 7 pour les Vendéens qui mènent 54-47. Ils restent sur leur lancée en début de quatrième quart-temps, portés par le public de Vrignot. Les Chalandais portent leur avance jusqu'à plus 13, 68-55. Mulhouse jette ses dernières forces dans la bataille et réussit à revenir à 5 longueurs seulement à 2 minutes de la fin, 70-65, mais ça ne suffit pas pour déstabiliser une équipe du VCB qui maîtrise son sujet et ses nerfs. Chaland termine le travail proprement pour finalement l'emporter 80-70. Explosion de joie sur le parquet et dans les tribunes. Chaland est champion de France et jouera donc en Élite 2 la saison prochaine. On écoute quelques réactions d'après-match au micro de Daniel Lelanne. On s'est parlé honnêtement après le match de vendredi. On savait qu'on avait merdé. On n'a pas joué notre jeu. On n'a pas été chalant en fait. Et ce soir, cet après-midi, on avait à cœur de vraiment montrer qui on était et puis de tout donner, peu importe ce qui se passe. Le mot d'ordre, c'était de tout donner et on voit à la fin. Meilleur public de France, hein. Le meilleur public de France. Ils ont toujours été là à nous pousser, à être avec nous et ils nous ont vraiment aidés ce soir. Ça a fait beaucoup de bruit et on est très fiers d'eux. Je suis très content d'avoir gagné entre guillemets contre Mulhouse parce que c'est une superbe équipe. C'est une équipe qui joue bien au basket avec des mecs qui sont pas forcément connus un peu comme nous, mais comme quoi le travail collectif paye toujours, c'est toujours l'équipe qui gagne. Moi j'aime donner un sens à ce que je fais, à ce que je construis. On n'en avait pas donné de sens vendredi à ce qu'on a fait. Il fallait qu'on retrouve certaines vertus, certaines valeurs qui avaient fait qu'on était en finale et ce qu'on a fait ce soir face à une très belle équipe qui nous a mis dans le dur. C'est certainement l'équipe qui nous a posé le plus de problèmes dans l'année. Avec Tarbes, mais voilà, il fallait qu'on travaille mentalement
ce qu'on avait construit et faire simplement des rappels de ce pourquoi on était là et comment on est arrivé là, tout simplement. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. Vendredi, on est passé par toutes les émotions. On a le public qui est avec l'équipe. On a pris une bonne douche vendredi et ce soir, cet après-midi, c'est exceptionnel ce qu'on vit. Chaland respire le basket. Et là, on a tout un club derrière, toute une ville derrière. Des passionnés de basket. Et la ville est récompensée, les bénévoles sont récompensés, tout le public. Donc on est super fiers. Voilà la très bonne nouvelle de cette fin de saison 2024-2025, la montée de Chaland au 2e niveau national. Baptiste, vous étiez à Salle-Michel-Vrignot ce dimanche. Exactement, ouais, c'était assez incroyable. Ouais. J'ai rarement vu une ambiance aussi chaude dans une salle comme ça pour un match comme celui-ci. Et on sent qu'il y avait beaucoup de passion autour du club et on voyait beaucoup de personnes émues. En tout cas, les bénévoles étaient très très émus et c'était assez touchant de voir l'engouement autour de l'équipe. Ouais. Donc bravo au VCB, aux joueurs et au coach Sébastien Lambert. Un mot de rugby avec le magnifique parcours du Rugby Club Sablais qui s'est achevé ce dimanche à Mérignac lors des demi-finales de Fédéral 3. C'était face à Rodez. Les Sablais se sont inclinés 12-6 à l'issue d'une rencontre où aucun essai n'a été inscrit. Le RCS peut maintenant se projeter vers la saison prochaine où il évoluera à l'étage supérieur en Fédéral 2 puisqu'on rappelle que la montée a déjà été validée lors de la qualification pour les 8e de finale. Allez, c'est parti pour la première chronique de cette émission. C'est la chronique voile avec Fabrice. Alors Fabrice, vous avez voulu revenir sur cette saison 2024-2025. Ça a été compliqué de trouver un événement fort sur cette année. Et vous avez réussi quand même à trouver quelque chose. Oui, en faisant les fonds de tiroir, j'ai trouvé un événement dont je voulais revenir avec vous ce soir. C'est sans surprise le Vendée Globe, hein, bien évidemment, une édition record. On va voir aussi la suite. 40 participants sur cette édition, seulement 20% d'abandon. Donc là aussi, on sent que tout ce processus de qualification qui a été mis en place par l'organisation joue son rôle, hein, puisqu'il y a très très peu d'abandon. Un superbe match, bien évidemment, avec cette victoire incontestable de Charlie Dalin en 64 jours, 9 jours de gagné sur les précédents records, hein, qui était celui d'Armel Lecléache en 2016. Des vitesses incroyables. Une petite mention spéciale également pour Sébastien Simon, puisque Sébastien Simon finit 3e sur le groupe du Breuil de ce Vendée Globe en 67 jours, donc lui aussi bien en deçà du précédent record d'Armel. Un petit clin d'œil, hein, Sébastien Simon qui nous a encore prouvé ce week-end qu'il est capable d'aller très vite. On en parlait, on y reviendra certainement tout à l'heure, puisqu'il a participé à l'Ironman des Sables-d'Olonne. Pour les autres Vendéens, notons aussi la très belle 10e place de Benjamin Dutreux sur Guyot Environnement. C'était son objectif, hein. Il avait dit, moi, c'est le top 10. Il s'est vraiment arraché pour aller chercher ce top 10, cette 10e place. Et puis, bien sûr, la 31e place de Manuel Cousin. Un petit clin d'œil également pour le dématage malheureux d'Arnaud Boissière sur ce 5e Vendée Globe. Il espérait boucler son 5e Vendée Globe d'affilée. Malheureusement, la course en a voulu autrement, mais voilà, Arnaud a toujours d'attaque pour repartir, puisque les yeux sont rivés pour tous ces skippers vers 2028, avec beaucoup de transactions actuellement sur les bateaux. Alors l'achat par Manuel Cousin de la Micaline d'Arnaud Boissière, ça y est, c'est fait. Arnaud Boissière qui a lui-même racheté le Guyot Environnement de Benjamin Dutreux, avec qui d'ailleurs il va courir la Transat Café l'Or en cette fin d'année, avec chacun une moitié de coque pour leur sponsor et cette très belle course en double. Et des constructions aussi de bateaux pour Sébastien Simon, peut-être pour Benjamin Dutreux qui de toute manière aura un bateau assez récent, donc on pourrait avoir un duel, en tout cas 2 Vendéens candidats à la victoire en 2028, ce qui serait quand même très, très sympa. Donc il y a donc d'autres courses au programme, bien sûr, avant la prochaine édition du Vendée Globe. Bien sûr, alors sur le calendrier de la classe IMOCA 2025, il y a la course des Caps, là prochainement, le Tour des îles britanniques, la classique Rolex Fastnet Race, l'Ocean Race Europe également, à partir du mois d'août, avec 7 IMOCA inscrits. Là, c'est le Tour de l'Europe, à l'image de ce que faisait l'Ocean Race, mais là, c'est simplement le Tour de l'Europe. Les défis Azimut, en septembre à Lorient. Et bien sûr, cette Transat Café l'Or, l'ancienne Transat Jacques Vabre, qui s'appelle désormais la Transat Café l'Or, le 26 octobre 2025. La course en double, ça y est. Café l'Or. Voilà, l'Or, L'. Il n'y a pas la Transat Grand-Mère.
Pas encore. Pas encore. Peut-être que ça viendra, prochaine. peut-être sur les prochaines. Faudrait que tu proposes ça, certainement. Un retour également sur les règles de qualification, Oui. parce que je reviens rapidement quand même sur le Vendée Globe, puisque ça avait fait débat, hein, toute cette question autour du process de qualification du précédent Vendée Globe. On sait qu'il y avait une priorité sur les 13 premiers bateaux neufs, puis ensuite c'était la course aux 1000 sur justement le championnat de l'IMOCA Globe Series. Eh bien cette année, jusqu'au prochain Vendée Globe 2028, finit la priorité aux bateaux neufs, là aussi pour des enjeux environnementaux, freiner un peu la construction de ces bateaux neufs. Donc la sélection se fera sur le fait de terminer dans les 4 prochaines années ou les 3 prochaines années une course en solitaire du championnat et faire partie des 37 premiers skippers qui auront le plus de points dans ce championnat qui regroupe la quasi-totalité des courses en IMOCA. D'ailleurs, le Vendée Globe 2024 était la première course qualificative pour ce prochain Vendée Globe 2028. Bien sûr, 3 invitations, toujours, c'est pour ça que je citais 37 premiers skippers et 3 invitations à discrétion de l'organisation, puisque l'enjeu c'est d'être là aussi 40 en 2028. Je crois qu'on est très bien parti, puisque vous l'avez dit Aurélien, il y a déjà de nombreux candidats qui s'affichent et déjà des bateaux neufs qui sont mis à l'eau. Alors, il n'y a pas que les IMOCA dans la voile, il y a aussi d'autres types de bateaux et des courses importantes cet été, notamment en Vendée. Eh ben, on a les classiques vendéennes en classe 40 ou en mini 650, donc à commencer par les Sables Horta en classe 40. Le départ, c'est fin de semaine, 28 juin, donc c'est aller-retour vers l'archipel des Açores. La Transgascogne, qui s'appelle Pourrou Transgascogne désormais, au départ de Port-Bourgenais le 18 juillet. Et puis la mini Transat La Boulangère, ils seront un peu plus de 80 mini 650 à traverser l'Atlantique au mois de septembre. 21 septembre, départ des Sables d'Olonne. Donc voilà, il y a toujours ces belles classiques en Vendée. La voile, la course au large y est bien présente. Merci Fabrice. Allez, on va enchaîner avec la deuxième chronique. C'est avec vous, Baptiste, puisqu'on va parler football maintenant. Alors, ça fait déjà quelques semaines que la saison de football est terminée. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Baptiste, dans cette saison 2024-2025 ? Bon, on va partir aussi sur quelque chose qu'on voit un peu tous les ans chez nous au foot, la magie de la Coupe de France. J'ai retenu donc les parcours et aussi des moments majeurs pour plusieurs équipes vendéennes. En premier lieu, donc La Roche, qui a affronté donc, le Stade Brestois dans le cadre d'un 32e de finale. C'est un match mine de rien qui s'était soldé par une défaite pour La Roche, mais qui avait pour moi lancé un peu la seconde partie de saison des Lyonnais, qui derrière ont réalisé une très grosse deuxième partie de championnat. Et sur ce match-là, ils avaient montré clairement que sur 90 minutes, même si Brest avait évolué à un niveau moyen, La Roche avait montré qu'elle avait énormément de qualité. C'était un match très très plaisant. Et mine de rien, voir des granges remplies, ça n'arrive pas souvent et c'était une belle soirée à vivre. Et j'ai retenu un moment fort derrière. Il aurait pu être élu, je pense, but de la Coupe de France. On va le voir, c'est un but exceptionnel qui donne la qualif en plus, si je me rappelle bien. J'ai un doute, mais Shelton Guillaume contre Ajaccio. Des Herbiers. Je pense que ça se passe de commentaires. Alors, je pense il a tourné pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression de me revoir au collège. Mais finesse. Ouais, ça permet de saluer aussi la très belle saison des Herbiers, mine de rien, qui termine top 3 de National 2 dans une poule tout près de la montée. Ouais, dans une poule très, très relevée. Et on devrait retrouver ces deux équipes l'année prochaine avec autant d'ambition. Et en Coupe de France, on a également eu droit à un très très beau parcours d'un vrai petit poussé. La Jaudonnière, la Réhorte, Saint-Philbert, qui est allé jusqu'au 7e tour. On n'a pas d'image, mais on tenait encore une fois à les saluer. C'est un club qui va évoluer en D2, qui a réussi à monter de D3 en D2, et qui a fait sensation. Ils sont entrés dès le premier tour, ils ont passé 7 tours. Donc c'est assez exceptionnel. Encore une fois, bravo à eux. On va peut-être se reprojeter un peu sur la saison prochaine, les équipes qu'on va retrouver un peu au niveau national. Donc on parlait de La Roche et des Herbiers en N2. Logiquement, les poules devraient sortir en mois de juillet. Je crois qu'il y a encore des clubs qui passent devant la DNCG pour valider leur maintien ou leur montée dans leurs divisions respectives. En National 3, on retrouvera le Poiré qui descend. Qui descend de N2. Et avec, encore une fois, un championnat qui devrait être bien fourni en club vendéen avec, la Châtaigneraie, les Sables qui montent. Oui. On ne l'a pas souligné, mais les Sables d'Olonne qui montent en National 3 avec un nouveau projet aussi, avec Julien Fradet et Alexandre Ledière. Et Charlie Charrier également. Charlie Charrier, oui. Un projet qui sera intéressant à suivre. Et Fontenay. Et Fontenay également. Toujours. Il a également fait une donc des équipes et Chaland.
Et Chaland C'est vrai aussi. qu'on aura beaucoup demandé encore en National 3 et La Roche-sur-Escaut qui en revanche Descend en régional. descend en régional. Très bien, merci Baptiste. On va poursuivre avec un autre événement fort du week-end dans l'actualité sportive. On l'a évoqué brièvement tout à l'heure. C'est du triathlon et c'est l'Ironman des Sables d'Olonne. Après plusieurs éditions d'Ironman 70.3, c'est-à-dire de Half Ironman, de demi-Ironman en français, eh bien c'est la première fois que la ville sablaise accueillait un full Ironman. Donc un Ironman, Johan. Un Ironman Complet. XXL complet, Voilà. avec la distance qu'on connaît bien évidemment. Avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied, c'est-à-dire un marathon. Plus de 3000 concurrents au départ sur la grande plage, une partie natation qui emprunte le fameux chenal des sables. Une fois la nage terminée, les triathlètes reposaient pied à terre sur le ponton de Port-Olona et sur la place du Vendée Globe où était installé le parc à vélo. Un parcours vélo assez sinueux avec de nombreuses relances. Puis retour au sable pour la partie course à pied sur le Remblai. Chez les hommes, le Français Alexandre Caille, 12e à l'issue de la partie natation, va remonter progressivement sur la partie vélo où il signe le 3e temps à 41 km/h de moyenne. On le voit à l'image. Il reste très solide sur la partie course à pied avec un chrono de 2h51 sur le marathon. Il s'impose donc en 8h12 minutes et 50 secondes avec 13 minutes 35 d'avance sur l'allemand Peters. Le néerlandais Diederikx complète le podium. Et puis chez les femmes, c'est la britannique India Lee qui a été la plus forte. Elle a dominé l'épreuve du début à la fin. Elle s'est imposée en 8h27 minutes. Alors les femmes étaient en course professionnelle et donc la britannique India Lee qui compte 20 minutes d'avance sur la deuxième, la néerlandaise Els Visser, et c'est la française Amandine Colvray qui termine sur la 3e marche du podium. Et donc on l'a dit, Sébastien Simon, donc 3e du Vendée Globe avec une préparation quand même assez courte, a terminé en moins de 9h30, hein, c'est ça Fabrice? Ouais, c'est ça, un petit peu moins de 9h30, je n'ai plus son temps précis, mais effectivement quelque chose d'assez hallucinant. Bravo à Sébastien, parce que je pense que remettre pied à terre après ce Vendée Globe express, se refaire une santé et se refaire surtout une condition pour cet Ironman, bravo à Sébastien. Ouais, moins de 9h30 hein, pour Sébastien Simon. On va écouter le vainqueur, Alexandre Caille, et également un organisateur de cet Ironman des Sables au micro de Thibaut Grasset. J'avais pas repéré le parcours, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas été déçu. Voilà, c'était aussi mon premier full Ironman. Et c'est ma première année sur longue distance. J'ai commencé l'année dernière. Et j'ai eu un titre de champion du monde en décembre en Nouvelle-Zélande. Donc je suis très content de rajouter la victoire ici en plus de mon titre. En vrai, j'étais surpris de me faire reprendre à vélo par l'Allemand. Parce que j'étais un peu en gestion devant. Et voilà, je me suis dit, bon, je creuse l'écart, ça va bien se passer. Puis d'un seul coup, je me retourne et je vois cet Allemand qui me reprend, qui me double. Je fais, mais c'est pas possible, je regarde mes watts, je me dis, mais voilà, je roulais à une bonne vitesse, quoi. Donc j'étais très surpris et c'est bien, ça a mis du piment à la course. On peut dire que c'est une première, hein, même si c'est pas nouveau, Ironman ici au Sables d'Olonne. Mais c'est la première fois qu'on a un distance Ironman, donc 3,8 km de nat, 180 de vélo dans les marais et 42 km sur le Remblai. Cette année, c'est une course professionnelle uniquement pour les femmes. Donc on a une vingtaine de femmes qui viennent concourir pour le prize money. Et après, du côté des groupes d'âge, on va avoir des amateurs qui ont un travail mais qui passent aussi beaucoup de temps à s'entraîner. On est à 1600 bénévoles sur la semaine d'événements. On est à plus de 600 bénévoles juste sur le parcours vélo pour le sécuriser. C'est sûr que c'est des chiffres qui sont plus conséquents que lorsqu'on a un 70.3 ici au Sables d'Olonne. Malgré tout, la sécurité est au rendez-vous. Le parcours était complètement fermé pour nos athlètes et c'est vrai que ça leur permet de se concentrer uniquement sur ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire rouler le plus vite possible pendant que nous, on s'occupe du reste. Et donc 9h31 exactement pour Sébastien Simon sur cet Ironman des Sables d'Olonne. Et ben justement, on va passer la parole à un triathlète. Vous n'étiez pas sur l'Ironman. C'est un peu long pour moi encore. Trop long encore pour vous. On va attendre un peu, on va attendre quelques années. N'attends pas trop quand même. Non, justement, ça peut être une bonne idée d'attendre. C'est vrai. C'est l'heure de votre chronique prépa mentale. C'est parti. Et oui, comme vous le disiez, c'est peut-être bien d'attendre puisque vous allez nous parler de la longévité des sportifs. Alors, c'est pas du tout pour faire référence aux personnes autour de ce plateau, hein, bien sûr. Mais quoique, il y aura peut-être un peu d'espoir pour certains. Ah, d'accord.
Non, parce qu'effectivement, là, on parle de résultats, on parle de performance dans les différents sports. On essaye de battre des records, de tout optimiser dans toutes les disciplines. Et même, un jour, on parlera des Enhanced Games qui arrivent en 2026, un peu les jeux de la honte pour moi et qui m'énervent un peu. Et bien, à côté de ça, on a un autre mouvement, notamment avec nos aînés, qui apportent une certaine fraîcheur dans le sport. C'est peut-être paradoxal, mais on assiste de plus en plus, justement, à des personnes de plus en plus âgées qui battent des records dans leur discipline. Et ça, on est sur des challenges un peu différents et qui m'inspirent beaucoup. Et ce mouvement, il avait été un peu commencé par notre cycliste Léon Marchand, donc rien à voir avec Robert. le nageur. Ben voilà, tout de suite, je suis sur Léon le nageur. Il a été remplacé. Voilà, Robert qui était sur son vélo encore très très tard, puisque jusqu'à plus de 100 ans, il a battu des records de l'heure et même de distance, etc. sur route. Et puis ça a donné le ton à pas mal de sportifs dans plein de disciplines différentes pour battre des records. Et notamment au Sable d'Olonne, justement, puisqu'on en parlait en 2025. En mars dernier, on a donc Nicolas Alexis, qui, en plus de 65 ans, fait un 100 mètres en 13,79. Jolie performance. Et d'ailleurs, une semaine après, elle fait même un 13,73. Alors, je ne sais pas si autour de la table, il y en a qui sont capables de faire un 13,73 aujourd'hui. Aurélien, en tout cas, non. Je pense. Ouais, mais je pense qu'il faudrait... 13, donc, il faut quand même un petit peu d'entraînement pour en arriver là. Et ce n'est pas des performances au rabais. Ouais. Et on a même, dans notre équipe de France de Master, un espèce d'ovni. Il s'appelle Jean-Louis Hainaut. Alors, les Masters le connaissent bien. Il a plus de 85 ans. Il a battu les records du monde sur le 3000. Alors, 3000 en 13,39 quand même. Ça fait du 4,33 au kilo. Pour les spécialistes, ça parle un petit peu quand même. Sur 3000. Et cette année, il a gagné les Masters dans le 3000, mais aussi dans le 60 mètres haies, le 200 mètres, le 400 mètres et le 800 mètres. Donc après, il a le droit à sa petite verveine, mais pour l'instant, il a quand même des performances non négligeables. Alors, qu'est-ce qui les pousse à ce point, nos aînés ? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de sagesse derrière nos aînés, justement, pour accomplir ces exploits. C'est pas tant, effectivement, l'entraînement intensif qui va compter, mais à cet âge-là, c'est l'hygiène de vie. Ils ont su se préserver de blessures, ils ont su, justement, garder une alimentation équilibrée, une hygiène de vie saine, optimale tout au long de leur vie. Et c'est un peu l'exemple qu'ils ont envie de donner aux jeunes générations. Vous avez entendu, Johan ? J'allais vous retourner le compliment. J'étais en train de réfléchir à comment j'allais amener tout ça, mais sur l'hygiène de vie, il est possible qu'Aurélien pêche un petit peu, sinon il pourrait briller au bout de sa catégorie. Je pense qu'on a tous quelques progrès à faire, effectivement, là-dessus. Mais effectivement, cet exemple-là, je vais vous montrer un Thaïlandais qui s'appelle Sawong Jonpram, excusez-moi pour la prononciation. À 105 ans, il est toujours aussi affûté, mais il a commencé le sport à 90 ans. Tout simplement parce que sa fille arrivait en maison de retraite. Il s'est dit, oulala, ma fille ne fait pas trop de sport, elle va mal finir comme ses co-résidents, donc je vais lui montrer qu'on peut faire du sport et gagner des médailles. Et cette année, donc, il s'est aligné sur le disque, le javelot, le poids et le 100 mètres. Et donc à 105 ans, il fait un 100 mètres quand même en 28,07, qui cette fois-ci est quand même honorable. On le voit lancer le javelot avec un geste tout à fait académique à 105 ans. Incroyable. Donc ok, il était tout seul dans sa catégorie, mais quand même, il faut savoir... La concurrence n'est pas trop... Les performances sont quand même pas négligeables. Et chaque année, les organisateurs sont obligés de rajouter des catégories justement d'âge pour accueillir des personnes toujours plus âgées. Il faut savoir que justement, donc sa fille s'est mise au sport aussi, et ce jour-là, elle a aussi gagné des compétitions dans sa catégorie aussi. Donc bel exemple de Sawong Jonpram. Et il y a une phrase qui je trouve intéressante, la phrase de Yolande Marshall. Yolande Marshall, peut-être que vous ne la connaissez pas encore, mais ce qu'elle dit, c'est quand vous êtes en bonne santé, l'important c'est que vous pouvez profiter de la vie et des autres. Et bien Yolande, elle a battu 3 records du monde dans sa catégorie. On la voit courir là, avec un style assez personnel, mais vous voyez ses temps, notamment. Donc elle gagne sur 400 mètres, 800 mètres et 1500 mètres dans les plus de 85 ans féminines. Et sur le 800, elle fait par exemple un honorable 3,18. Et sur le 1500, un 6 minutes 58. Donc voilà, c'est l'exemple, c'est que si vous voulez faire du sport, eh bien, si vous voulez surtout que vos enfants fassent du sport, l'important c'est d'aller leur montrer l'exemple. Eh ben voilà, ça, l'allure était stylée, ça me rappelle une fin de semi-marathon où j'avais accompagné Aurélien Hubert, il était exactement dans la même posture. C'était le même mouvement. C'était exactement pareil. Ça tombe bien que vous parliez de style, monsieur Jadot, puisque vous allez peut-être vous lever pour qu'on l'admire, parce que vous êtes ne tirez pas sur l'ambiance. Vous avez la médaille du style pour cette émission de ce soir, voilà, une belle... Ouais, c'est un peu je me cherche entre les vacances et le professionnel. Bon, là, visiblement, je me suis perdu. Alors là, vous allez devenir professionnel, puisque c'est l'heure de votre chronique, c'est la chronique course à pied.
Alors, je ne sais pas de quoi vous allez parler, Monsieur Jadot. C'est la dernière de la saison. C'est ma dernière émission de 85 chrono, puisqu'il y aura un nouveau visage qui prendra les rênes de cette émission à la rentrée. Vous verrez ça. En tout cas, on va démarrer cette chronique par une image. Oui. Une belle image, puisque ce week-end, elle a fait son retour, la vasque olympique des Jeux de Paris 2024. Oui, voilà, eh bien, mon cher Aurélien, nous sommes actuellement dans le jardin des Tuileries, le public est réuni en masse, et regardez, elle est là, le retour de la grosse boule géante, elle va décoller dans quelques instants sous les hurrahs du public, ça y est, je l'aperçois, elle est en train de quitter le sol, c'est incroyable, une poussière dans l'œil, des spectateurs, un moment d'émotion, un moment de communion, et là, oh là là, qu'est-ce que j'aperçois, mon cher Aurélien, qu'est-ce que j'aperçois, oh c'est terrible, l'image est terrible, la chute du ballon, une coupe budgétaire terrible vient d'arriver dans le sport français, c'est terrible. On assistait à un moment de communion, on assiste désormais à une véritable veillée funèbre. Voilà, je vais revenir un petit peu plus, mon cher Aurélien, au sérieux, quoique cette petite introduction, voilà, j'avais envie de parler de ce sujet au-delà de la pratique de la course à pied et du trail. Plus généralement du sport, parce que on a vu le retour de ce magnifique ballon, cette flamme olympique qui nous a fait rêver. On est encore dans cette bulle d'émotion, de cette bulle de communion, d'union générale. Et donc ce retour du ballon, et en même temps, on apprend des coupes budgétaires terribles sur le sport français. Par exemple, quelques chiffres, baisse du budget de 35 millions d'euros sur le crédit sport. Si on fait en global le sport, la jeunesse et la vie associative, c'est 125 millions d'euros qui vont être donnés en moins. Ça fait une baisse globale du budget de près de 10%. Le Comité national olympique sportif et français, d'ailleurs, a été informé de ce coup de rabot de 75% de sa subvention, soit à peu près 30% de son budget annuel. Donc c'est assez énorme parce que derrière, il va y avoir des effets très très concrets. Par exemple, l'annulation de notre participation aux Jeux mondiaux en Chine, par exemple. Au Festival olympique de la jeunesse, on va fragiliser les actions, notamment la semaine olympique et paralympique, des dispositifs pour que voilà, des gens modestes puissent participer, avoir des licences sportives avec le passe sport, des actions en faveur de la lutte contre les discriminations. On va résumer par exemple au strict minimum la préparation pour la délégation française aux JO d'hiver de Milan-Cortina qui sont en 2026. Je ne vous parle pas forcément du sport olympique parce que là, on avait vécu un truc extraordinaire. C'était la première fois que les JO paralympiques étaient mis en avant de cette manière, ce qui nous démontrait une belle inclusion au niveau du sport en France. Et là, patatras, on sait que le sport paralympique, va beaucoup souffrir. C'était déjà le parent pauvre. Il y a une petite lueur d'espoir et là, on a l'impression qu'on a déjà tout oublié. Et puis, que dire au niveau des acteurs locaux dont on parle régulièrement ici ? Moins de subventions pour la vie associative, pour les clubs, donc ça veut dire des baisses de matériel, moins de déplacements, on va appauvrir les éducateurs, une qualité d'encadrement des jeunes, des assos qui vont peut-être mourir, des clubs. Derrière chaque coupe budgétaire, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un jeune qui n'aura pas accès au sport, un bénévole qui va abandonner, un éducateur qui va décrocher, et donc subventionner le sport, c'est pas dépenser de l'argent, c'est véritablement investir. On ne jette pas de l'argent par les fenêtres quand on investit dans le sport, on le plante. Et au-delà des graines de champion qu'on peut potentiellement obtenir, c'est surtout récolter du bien-être, de l'intégration, une meilleure santé, moins d'isolement, du partage, du lien social, de l'éducation, de la cohésion sociale, de la solidarité dans nos quartiers comme dans nos campagnes. Attention à ne pas reproduire ce qui s'est passé à Londres en 2012, parce qu'en fait, on a surfé après Londres en 2012, on a surfé un peu sur la dynamique des JO, exactement comme on pensait surfer ici sur les JO de Paris 2024. Finalement, on a réduit les budgets à Londres, on s'est dit qu'on va profiter du dynamisme des JO. Et ça fait l'effet inverse, en fait, on a supprimé des aides, ce qui fait que ça appauvrit la vie associative, il y a eu un affaiblissement de la pratique sportive, une baisse de licenciés. Donc voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule de cette fin d'année. Attention, parce que j'ai l'impression qu'on a rallumé la flamme olympique avec un briquet qui n'a plus de gaz, on rallume la flamme olympique avec un extincteur, mais bon, c'est bien connu, avant l'héritage des JO, on assiste peut-être à un enterrement. Voilà.
Merci, Johan. C'est triste, hein. C'est triste, mais c'est la vérité. Donc attention, parce que c'est pas fini. Il y a des discussions. D'ailleurs, le Sénat avait retoqué un petit peu les propositions de l'Assemblée. Donc là, ça va retourner à l'Assemblée. Mais voilà, on a l'impression qu'on a tout oublié, quoi. On se dit qu'il faut vraiment miser sur le sport pour nos jeunes et puis voilà, pour favoriser l'inclusion et le bien-être. Très bien. Très bien. Non, mais merci. Allez, bonne relance, mon cher Aurélien. La relance, ça a été fait, parce que figurez-vous que c'est peut-être la première fois que je vais dire ça dans cette émission. Il faut que ça tombe sur la dernière. Il nous reste du temps. Il nous reste du temps, mais qui est toujours très speed. Donc je vais en profiter pour vous faire un petit tour de table avec vous quatre. Revenir sur cette saison 2024-2025 et se projeter sur la prochaine. Alors, je vais prendre sport par sport. Fabrice, en ce qui concerne la voile, si vous aviez un navigateur ou une navigatrice qui aura marqué, je vous avais pas le droit de dire Charlie Dialin, parce que voilà, c'est trop facile, mais qui aura vraiment marqué cette saison, et sur qui vous miseriez pour l'année à venir, la saison à venir, qui pourrait percer, quels seraient ces navigateurs ? Alors, on serait tenté de rester très chauvin et de citer Sébastien Simon ou Benjamin Dutreux, qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils vont batailler sur ces 3 prochaines années pour être vainqueurs du prochain Vendée Globe. Ça, c'est très clair. Après, on a un Johan Richaume. Alors, Johan Richaume qui nous a fait... qui a fait fureur sur ce Vendée Globe. Alors Johan, là, il est reparti justement avec le groupe Aprec. Donc là aussi, il y a des vraies potentialités. Je voudrais faire quand même juste aussi un petit clin d'œil. Parce que là, je parle vraiment des 3 compétiteurs qui me viennent à l'esprit de suite, parce que je n'avais pas le droit de citer Charlie Dalin. J'ai respecté la règle. Je voudrais quand même avoir juste aussi une pensée pour Violette d'Orange, oui. parce que Violette, au-delà du côté purement sportif, performance, d'accord, elle a performé dans la réalisation de son Vendée Globe, ça c'est très clair. Elle partait quand même avec un bateau de 2007. On voit bien aussi que sur le classement, bien sûr, le bateau ne fait pas tout, le skipper ne fait pas tout. C'est un duo, je dirais même que c'est un trio avec le 3e facteur qui est comme le facteur chance sur ces courses. Violette qui a été très douée sur l'eau, qui a été aussi très douée en communication, qui nous a fait vivre un Vendée Globe vraiment différemment. Donc j'ai envie de citer ces quelques marins que j'ai envie de dire d'exception quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que faire un Vendée Globe, c'est pas... Même si parfois les images qu'on nous montre peuvent nous sembler simples, se dire bah oui maintenant c'est simple. Non, moi j'ai eu l'occasion de naviguer, j'ai eu cette chance de naviguer sur un IMOCAST avec Benjamin il y a 1 an de cela, juste une navigation en baie des Sables d'Olonne sur le foil, vous vous dites mais en fait ils sont fous. Et c'est vraiment des machines et que ce soit un foiler ou non, je pense à Violette notamment que je citais, c'est une réelle performance déjà de boucler un Vendée, et en plus quand on le fait avec le sourire et en sachant communiquer, c'est juste magnifique. Benoît, je vais vous laisser un peu de temps de réflexion, parce que je ne vous avais pas prévenu. Non, c'est bon, j'en ai un. Vous avez le sportif de l'année 2024-2025. Ouais, c'est pas un sportif, c'est plutôt un entraîneur. Et c'est rare que je parle de foot, mais c'est vrai que pour le coup, l'entraîneur du PSG, qui a déjà fait ses preuves ailleurs, Luis Enrique, justement, il a mis ses lettres de noblesse à la valorisation d'un collectif qui fonctionne, qui s'écoute. Et je sais pas, il y a 1 an, on parlait de Dembélé comme un joueur au pied carré. Cette année, il est peut-être proche d'avoir le Ballon d'Or. Il a su mettre en avant justement le collectif devant les individualités. Et je pense que c'est la grande leçon. Et bravo à tous les coachs qui ont cet esprit-là, qui savent faire travailler les joueurs ensemble avec leurs qualités, leurs défauts, et vraiment transcender une équipe au travers de ça. Et je trouve que son exemple est vraiment très intéressant. Au-delà des moyens extravagants du PSG, il faut lui tenir un grand coup de chapeau. Donc bravo à ces entraîneurs qui ont cette trempe-là. Baptiste, l'équipe de football vendéenne qui brillera l'année prochaine, selon vous? C'est difficile de le prédire, mais bon, il a parlé de football, mais sur le foot, moi je pense que le projet des Sables est intéressant, après à voir ce que ça va donner. Johan a abordé un thème qui est très intéressant et passionnant, les financements des assos, et là on parle en particulier dans le milieu du football. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de financement, on ne peut pas espérer être compétitif. Et d'où le projet aussi en parallèle du fameux Vendée Football Club. Oui, on verra comment ça va évoluer ce projet. Comment va évoluer aussi ce projet. Mais vu que Benoît a parlé de foot, moi, il y a quand même 2 équipes qui m'intéressent et que j'ai hâte d'aller voir l'année prochaine en Vendée. C'est Chaland en Élite 2. De basket. Dommage que le nom ait changé, parce que, bon, Élite 2.
pourquoi pas. Et le club de hand, les filles de La Roche, qui montent en D2. Ah, j'ai pas le nom exact de la compétition. C'est D2. Ah ouais, voilà. Donc voilà, c'est 2 équipes avec beaucoup de curiosité, j'irai voir la saison prochaine. Johan Jadot, vous avez que 20 secondes, donc vous n'allez pas pouvoir argumenter. Je veux juste 2 noms, coureurs hommes et femmes de l'année en Vendée. En Vendée Vendéen. En Vendée. Oh là, c'est dur. Juste les noms. Juste les noms. Allez, je dirais. Je vais rester sur Agathe Violo, qui est un peu notre pépite, notre chouchoute au niveau du marathon et du semi. Et chez les garçons, allez, je reste sur du... j'aurais envie de dire David Menanto, mais j'aurais envie aussi de dire Brice Debord, parce qu'il est excellent. Et aussi Anthony Guillard, à la rue. Je n'arrive pas à choisir. Merci. Voilà. Merci à vous 4. Merci pour cette saison. Bel été à vous. Bel été aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Donc je vous le disais, un nouveau visage à la tête de 85 chrono à la rentrée en septembre. Passez un bel été et à très vite sur TV Vendée.